Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Le monde a basculé. Depuis le 17 mars 2020, le monde ne sera plus jamais le même. L'impact de la pandémie du Covid-19 a pris une ampleur telle qu'un retour en arrière semble désormais impossible. En moins d'un mois, nous avons dû faire face à des mesures restrictives, allant du confinement à la fermeture de nos frontières, la fermeture des écoles, d'un grand nombre de magasins, l'interdiction de voyages non essentiels, la fermeture des lieux de culte. L'annonce du confinement par le gouvernement a donné lieu à des scènes de panique et aussi de violence, où l'individualisme de l'humain a refait surface avec une effrayante rapidité. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter de jour en jour, et les jeunes que l'on pensait jusque-là épargnés commencent à être également touchés. L'armée a été mobilisée dans de nombreux pays pour répondre à l'urgence sanitaire et aussi faire respecter le confinement, qui a visiblement du mal à trouver écho auprès de l'entièreté de la population. Cependant, il y a quelque chose qui interpelle. Des vidéos récentes circulent sur le net et font état de déplacements de matériel militaire qui semblent démesurés dans le cas d'une crise sanitaire. Il ne s'agit pas seulement de la division médicale, mais de forces terrestres à proprement parler. Aux États-Unis, des centaines de véhicules blindés et de chars ont récemment été aperçus par des civils stupéfaits. Dans leurs récents discours, Emmanuel Macron et Donald Trump ont répété à plusieurs reprises qu'il s'agissait là d'une guerre. Sauf qu'en l'occurrence, il s'agit d'un virus, d'un ennemi invisible. Alors, quelle est donc l'utilité de recourir à la force militaire de manière aussi disproportionnée pour endiguer la pandémie? Serait-ce en prévision d'un chaos social ou y a-t-il autre chose qui se prépare? En mai 2009, Jacques Attali, haut fonctionnaire de l'État et conseiller de François Mitterrand, déclarait dans le cadre de l'épidémie de grippe H1N1 : « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors d'abord en place des mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes, parfois futiles, de la distraction, parfois efficaces, des thérapeutiques, écartant si nécessaire tous les principes moraux antérieurs. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. » Pour Attali, la pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes, car elle fera surgir, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience de la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine, inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et de contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France, au XVIIe siècle, la mise en place d'un véritable État, avance-t-il pour conclure. Admirez comment ce fervent mondialiste a conditionné une prise de conscience axée autour de l'altruisme à l'établissement d'un gouvernement mondial. En d'autres termes, oui, nous pourrions surmonter cette crise à condition de concéder notre souveraineté et nos libertés. Il y a quelques jours, dans le contexte lié au Covid-19, voici ce qu'il a déclaré. Moi, j'ai toujours pensé, mais je ne suis pas le seul et je ne veux pas donner de leçons ici, que celui qui ne se prépare pas au pire est presque sûr de le vivre. Or, nous avons tous trop vécu dans l'insouciance, ce que j'appelle moi l'économie positive, c'est-à-dire l'économie qui prépare à un meilleur avenir pour les générations futures. Ça consiste justement à prévoir le pire et à se préparer. Et prévoir le pire, c'est faire des réserves, c'est des réserves de tout, des réserves de blé, comme on disait dans la Bible, mais de semences, mais aussi, et les paysans savent bien ça, il faut faire des réserves et les meilleures possibles et conserver les graines pour pouvoir les utiliser le mieux possible, mais aussi les réserves de tout ce qui peut apparaître rarement nécessaire. Or, souvent, quand on doit faire des économies, on préfère faire des économies sur ce qui est un grand risque peu probable que ce qui est un plaisir immédiat. Et c'est ça la tragédie des sociétés de consommation. Vous aurez remarqué qu'il a fait mention de réserves de blé comme dans la Bible, mais aussi de graines. Comprenez bien que lorsque cet homme nous parle de réserve et du fait de garder les graines pour des temps difficiles, il fait clairement référence à un contexte précis,
où chaque mot a son importance. Pour rappel, en 2016, il avait anticipé la victoire d'Emmanuel Macron au présidentiel. Cette pandémie mondiale constitue une opportunité inespérée pour l'élite, qui a déjà commencé à instaurer des mesures de surveillance dignes du meilleur des mondes d'Huxley. En Suisse, par exemple, les opérateurs de téléphonie transmettront désormais aux autorités tout rassemblement de plus de 20 personnes. Mais de manière plus générale, la Commission européenne a demandé aux fournisseurs des pays membres de contribuer à la mise en place d'une banque de données en utilisant la géolocalisation de nos téléphones portables pour vérifier que les mesures de confinement soient strictement observées. Bien entendu, ces mesures perdureront après la crise et deviendront la norme en matière de flicage, comme c'est le cas en Chine, où des millions de caméras traquent les citoyens en permanence et scrutent le moindre de leurs faits et gestes. Le régime communiste a d'ailleurs mis en place un système de code de santé via une application smartphone qui accorde ou non aux citoyens le droit de voyager. Il en va de même pour l'Iran, la Pologne et Israël, qui lui a choisi comme à son habitude l'option la plus extrême et se donne le droit de surveiller tout citoyen sans aucune modération ni un quelconque mandat judiciaire. La Pologne exige des citoyens qui ont été diagnostiqués positifs qu'ils envoient un selfie à l'aide de leur application. Ceux-ci ont 20 minutes pour répondre, faute de quoi ils risquent la visite des autorités. À Singapour, les citoyens sont tenus d'utiliser une application faisant appel à la fonction Bluetooth afin de vérifier que la personne ne soit pas à proximité d'un individu atteint du virus. Taïwan, quant à lui, a jugé bon de mettre en place un système de barrière électronique qui informe la police lorsque des patients suspects tentent de quitter leur domicile. D'ailleurs, en parlant de traçage, je pense que tout le monde se souvient de cette étrange notification que de nombreux utilisateurs de smartphones Samsung ont reçue aux alentours du 19 février 2020, et ce, en début de pandémie mondiale. Étrange timing, non? J'espère que vous comprenez qu'il ne s'agit plus d'une simple lutte contre un virus, mais bien d'un prétexte pour la transition vers un nouveau paradigme. C'est la rupture avec le monde que l'on a toujours connu. Tout ce dont on parlait depuis ces dernières années, en rapport avec le nouvel ordre mondial et les dernières technologies, ainsi que des lois liberticides, tout cela est en train de se réaliser devant nos yeux. Comme je le disais, des manœuvres militaires sont en cours, en ce moment même, dans de nombreux pays du monde, et la loi martiale, sous prétexte d'urgence sanitaire, est certainement ce vers quoi nous nous dirigeons. Aux États-Unis, on a pu assister à un défilé de Hummers et de véhicules anti-émeutes dans certains États, et de l'artillerie lourde transportée par voie ferrée. Sachant qu'aux États-Unis, une grande partie des citoyens sont armés, on peut facilement deviner vers quel genre de société on se dirige, lorsque les gens n'en pourront plus du confinement et que l'aggravation de la crise économique aura un impact énorme sur les relations sociales. Rappelons que la vente d'armes a explosé depuis l'annonce de la pandémie. Rappelons aussi qu'entre le 15 et le 21 mars, plus de 3 millions d'Américains ont introduit une demande d'allocation de chômage, un record historique depuis 1982. Mon sentiment est que l'armée a été mobilisée pour contenir les mouvements de panique en prévision d'un crash économique bien plus violent que celui de 2008, mais également pour procéder à la vaccination massive obligatoire prochainement. En ce sens, le Danemark vient de voter une loi autorisant les vaccinations forcées contre le coronavirus. Les citoyens qui refuseront de se soumettre à un test de dépistage seront passibles d'amende et de peines de prison potentielles et se verront interdire l'accès aux magasins, aux épiceries, aux institutions publiques, aux hôpitaux, tout en étant également limités dans l'utilisation des transports publics. Voilà le genre de société dans lequel nous venons de basculer. Depuis plusieurs semaines, on entend dans les médias mainstream que plusieurs labos sont en concurrence pour proposer un vaccin. Évidemment, ce sera le jackpot pour le regagnant, qui en plus de rafler le pactole, endossera le rôle du héros aux yeux du monde. Préparez-vous aussi à la disparition de l'argent papier. L'OMS préconise en effet le recours au paiement électronique, car les billets seraient un vecteur non négligeable dans la transmission du virus. Sachant que l'OMS n'est qu'une tentacule du gouvernement mondial, au même titre que l'OMC, l'UNESCO, le FMI, il est facile de comprendre que cette mesure va dans l'intérêt des gouvernements, qui contrôlera désormais toutes les transactions des citoyens et où l'anonymat appartiendra bel et bien au passé. Une fois de plus, la peur est utilisée comme instrument de manipulation, mais les gens ne comprennent pas. Chers frères et sœurs, le monde que nous avons toujours connu n'existe plus. Les semaines à venir vous le confirmeront. Pour certains, le réveil va être douloureux. Pour d'autres qui ont fait l'effort d'élargir leur vision des choses, la transition sera moins violente. Mais l'épreuve n'en demeurera pas moins difficile. Je n'ai abordé ici que les conséquences immédiates de la pandémie, sans m'attarder sur l'aspect économique par manque de temps. Sachez juste que ce qui arrive est un cataclysme économique et social qui va changer radicalement notre mode de vie, ainsi que les projets que vous auriez pu faire pour l'avenir.
À l'heure où je vous parle, il y a une quantité d'autres événements qui se produisent dans le monde et j'espère pouvoir m'y attarder davantage dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas qui vous êtes, surtout en période de trouble, car vous allez immanquablement assister à des scènes où vous verrez ressurgir ce que la nature humaine recèle de plus vil. Rappelez-vous que tout ce que nous vivons est une épreuve d'Allah Azzawajal, destinée à révéler de quelle étoffe nous sommes. Sommes-nous de ces gens qui croient uniquement avec la langue et qui se décomposent face à la moindre épreuve, ou faisons-nous partie des véridiques qui tiennent à leurs engagements, même lorsque le monde s'écroule autour de nous? Pour terminer, rappelez-vous qu'au-delà des stratagèmes de ces élites dévouées à Iblis, le Seigneur du trône sublime, exalté soit-il, a lui aussi son stratagème, et qu'il est assurément au-dessus de tout plan machiavélique. En attendant la suite des événements, que le Très-Haut vous préserve, vous et vos familles. Prenez soin de vous et de votre foi. Merci de partager cette vidéo autour de vous, et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.